Payer 528 le prix par pied carré. Est-ce que c'est trop cher payé ou pas? Honnêtement, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que oui, c'est plus élevé, mais c'est justifié, Thierry. Bonjour à tous, bienvenue à la revue des grandes transactions pour le mois de janvier 2026 et j'ai toujours le grand honneur d'être avec trois spécialistes vraiment reconnus sur le marché pour ce qu'ils apportent en termes de connaissances puis transactions immobilières et hypothécaires. Donc, Sophia Miliani. Comment ça va, Sophia, ce matin? Ça va très bien, Thierry, et toi? Super bien. Laurent Paquin Ça va très bien, Thierry, merci. et bien sûr Christian Pomerleau, Managing Partner associé principal de la division hypothécaire. Comment ça va, Christian? Toujours de mieux en mieux. Comment ça se passe justement économiquement en ce moment au niveau des taux d'intérêt, etc.? On a eu une belle stabilité en 2026 pour ce qui était des immeubles à revenus multilogements. Comment tu vois ça dans les premiers quarts 2026? Oui, exact. Mais en fait, il y a beaucoup, je te dirais que le grand mot d'ordre, là, c'est l'incertitude. L'incertitude bancaire, l'incertitude gouvernementale, l'incertitude pour les investisseurs. C'est pas facile de rouler dans une atmosphère de ce genre-là. Évidemment, on a une idée pourquoi cette incertitude-là, mais disons qu'on a aussi une annonce du taux directeur qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Et puis, on voit que les économistes, quand même, je dirais quasiment majoritairement, à l'heure actuelle, vont quand même promouvoir disons, le statu quo, pareil comme au début janvier, parce que il y a 5 éléments là-dedans. Premièrement, il y a l'inflation qui est totale, qui est près de la cible. Les indices, les IPC sous-jacents sont quand même bien contrôlés. Fait que ça va de ce côté-là. L'emploi recule un petit peu, mais puis le taux de chômage augmente légèrement. Après ça, on a la croissance économique qui est modeste, mais quand même légèrement en hausse. Donc, tu sais, quand on regarde ça, ben, on va probablement sûrement préférer la prudence que le resserrement comme tel. Puis, l'incertitude commerciale et géopolitique reste encore sûrement le risque central. C'est toujours l'imprévisibilité qui nous guette. Puis évidemment, ben nous, ce qui nous touche le plus, c'est le secteur du logement, de la construction, qui lui envoie des signaux mixtes en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on se trouve à avoir des reventes qui sont généralement faibles au Canada, mais au Québec, on est encore fonctionnel. Puis du côté des mises en chantier, on voit une baisse mensuelle, mais en même temps, les permis émis ont rebondi fortement dernièrement. Fait que, moi, je sens que la Banque du Canada est quand même sur un position d'équilibre, elle va probablement jouer de prudence, être patience, sans vouloir créer de vagues pour l'instant, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est un peu mon point de vue là-dedans. Mais c'est fort intéressant ce que tu dis parce que la confiance, le marché du Québec a toujours été le marché le plus résilient au niveau des investissements immobiliers multilogements. Puis ça a toujours été un cas parce qu'il y a beaucoup d'immeubles à revenus au Québec comparativement au restant du Canada. Et ce que je trouve particulier avec où est-ce qu'on est situé en ce moment, c'est où on vit cette incertitude-là au même temps que les investisseurs ont les poches pleines parce qu'ils viennent de refinancer leurs immeubles au maximum avec des montants, des volumes de financement et de refinancement historiques en ce moment. Donc, tout le monde vit l'incertitude et de plus en plus, on est relié au sujet d'actualité. Donc, on sent qu'il y a une certaine volatilité qui peut exister, pas en termes transactionnels, mais en termes de confiance de marché. Ça vient, ça repart, ça vient. Tu repars le matin, tu regardes les nouvelles, tu es incertain, tu dois voir ton meilleur ami qui vient d'acheter un immeuble, puis qui vient de faire une transaction, puis il a eu le courage de le faire, tu deviens certain. L'après-midi, tu vas dîner avec un client, tu retombes dans l'incertitude. C'est vraiment particulier. Puis en plus, en même temps, tes poches prennent, tu es prêt à tirer, tu es prêt à acheter des immeubles. Le grand point en ce moment, c'est que tu as raison, les gens, les poches pleines, il y aurait du potentiel, mais ce qu'ils calculent aussi, c'est que maintenant, tu sais, les investissements, tu laisses beaucoup plus d'argent dans le deal que tu en laissais avant.
Fait qu'il faut penser en termes de 10 ans maintenant. On peut quasiment plus penser en termes, tu sais, le premier terme de 5 ans, surtout si on s'en va ICHL. Il faut vraiment penser avec une longueur d'avance en sachant que notre argent risque d'être plugué là pendant pas mal plus longtemps. Là, tu sais. Fort intéressant. Tu sais, les gens essayaient de sortir leur argent en 3 ans. Là, on conseillait à un moment donné 5 ans. L'année passée, on parlait de 7 ans. Et là tu viens d'annoncer le 10 ans pour avoir une certaine certitude. Puis de toute façon, tu es pris dans une hypothèque. Hein? Fait que tu es quand même otage d'une stratégie de sortie. Mais à travers toute cette incertitude, etc., il y a beaucoup de repositionnement. Donc, il y a des gens qui sont en train de se replier vers les actifs qu'ils connaissent le plus et des partenariats qui se créent. Et il y a des segments de marché qui nous surprennent. Laurent, peux-tu nous parler d'un segment de marché en particulier? Je pense au bureau en ce moment. Comment tu vois le marché du bureau pour le mois de janvier puis le premier quart 2026? Écoute, Thierry, c'est d'ailleurs la transaction que je vais vous parler aujourd'hui qui a retenu mon attention. Donc, le marché du bureau se porte de mieux en mieux. On voit le taux de vacances qui diminue, surtout dans les immeubles à bureaux de catégorie A, AA et AAA. Le B tire encore un peu de la patte, mais c'est une question de temps. On va trouver preneur pour du B aussi. Donc, le marché du bureau qui, je vais en parler un peu plus dans mes statistiques là, à la fin de ma présentation tantôt, mais le marché du bureau a bondi de volume transactionnel de 40%. Fait que c'est quand même des très bons chiffres. Fait qu'on s'en va vers des beaux trimestres, voire des belles prochaines années. Ça reste une des catégories d'actifs à surveiller. Wow, fait que 40%, c'est énorme. On parle du marché du bureau, il y a une petite rétraction au niveau de l'industriel à cause de certaines valeurs, mais on sent que c'est sporadique, c'est renaissant. Donc, tu sais, industriel, ça a monté beaucoup. On a perdu un peu de volume. Et là, on sent que le volume veut reprendre. Donc, on sent qu'il y a une certaine reconfiance là. Puis, bien sûr, ça nous laisse aussi le marché du commerce de détail qui, lui aussi, est en train de prendre du poil de la bête. Il y aura d'autres transactions qu'on va vous annoncer prochainement. Et ça nous laisse, ce que Christian disait tantôt, la construction, les terrains. On a une spécialiste ici, Sophia, avec nous aujourd'hui. Sophia, tu as fait une présentation au National Apartment Council, au NAC. Je pense que la semaine passée ou la semaine d'avant, tu as fait une présentation devant les plus grands promoteurs et constructeurs immobiliers dans la région de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous rapporter par rapport au marché qui est un point majeur en ce moment pour toi? Là? Donc oui, Thierry, en effet, donc il y a 2 semaines, on a présenté dans le fond une conférence principalement sur les statistiques et la vélocité, le volume de transactions du marché foncier aux plus grands développeurs de l'île de Montréal et de la première couronne et deuxième couronne qui étaient présents pour la conférence de NAC au Sheraton de Montréal. Donc les points qui ont habité principalement les discussions, c'était principalement les 80 terrains que la ville de Montréal met en circulation. Ces 80 terrains-là, les développeurs sont en train de se poser des questions. Est-ce que la stabilité de l'offre et la demande sur le marché va pouvoir rester stable? C'est un des points qui a vraiment été un sujet principal. Deuxième point aussi que je pourrais vous dire qu'on a vu évoluer entre la fin décembre et début janvier. Je trouve que le mois de janvier a été un mois très mouvementé. Il a eu deux facettes. Donc, début janvier, on a vu énormément de mouvements, énormément d'intérêt. Et vers la fin janvier, on a vu un peu le marché se ralentir. On a vu un peu les gens reculer un petit peu, prendre des décisions un peu plus de façon réfléchie, surtout dans le terrain. Donc, les gens se posent plus de questions. Le prix par porte est souvent questionné en ce moment. On voit aussi au niveau du volume transactionnel, on voit que le nombre de transactions de terrain au mois de janvier a augmenté et le volume, lui, a légèrement baissé. Par contre, le prix au pied carré du terrain ne baisse pas encore, se maintient. Fort intéressant, puis ça m'amène à un sujet là, que, puisqu'on parle de construction, etc., en ce moment, je pense que ce serait un bon moment pour vous présenter une transaction importante qui a eu lieu du côté de Gatineau. Et c'est pour des logements sociaux et abordables. Puis ce que je trouve intéressant, puis Sophia, vous avez probablement eu ces conversations-là aussi au NAC, tout ce qui est social abordable et tout ce qui vient avec au niveau du zonage et la permissivité que les villes offrent. Ici, j'ai une transaction où est-ce qu'il y a un terrain qui est vendu par Groupe EFI.
justement un OSBL de Hall pour venir mettre en place près de 199 logements sociaux dans une immeuble de 13 étages en béton. Puis ce que je trouve super intéressant avec cette transaction-là de près de 75 millions de dollars. Donc, c'est une transaction qui va revenir un peu moins de 377 000 la porte. Mais il y a beaucoup de petits logements dans cet immeuble-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est situé immédiatement à côté de l'autoroute A5, un des ponts qui traverse vers Ottawa. Donc, il y a une certaine proximité pour des familles et des gens qui ont des besoins de sociabilité, puis au fait de logements sociables et aussi de logements abordables. Et c'est construit par un constructeur d'expérience. Et là, ça va être géré également par un gestionnaire d'expérience ici qui est Logir Outaouais. Et Logir Outaouais fait partie du OHO. Et le but de l'OHO, c'est d'offrir des logements abordables à des gens qui ont des familles, des gens qui sont dans le besoin. Fait qu'on voit très, très bien ici qu'il y a une dynamique où est-ce qu'on peut bâtir un immeuble en béton à un prix correct, avec une localisation géographique exceptionnelle pour aussi offrir un univers de vie aux clients qui vont être dans l'immeuble, mais également une proximité au centre-ville politique d'Ottawa et au centre-ville économique de Hall. Fait que c'est un symbole de réussite ici que Groupe EFI met de l'avant. Est-ce qu'on vous avait parlé de ce genre de projet, Sophia, lors de votre rencontre au NAC? En effet, ça a été discuté. Puis l'abordabilité, c'est un point aussi qu'on est en train de regarder. Ils ont beaucoup comparé aussi le marché ontarien versus le marché québécois au niveau de l'abordabilité. Ça a été un sujet aussi lors de la rencontre. Et définitivement, on peut construire relativement moins cher de ce côté-ci de la frontière par rapport à Ottawa-Gatineau. Pourquoi? Parce que l'envie de construire des immeubles du côté d'Ottawa existe, mais on peut obtenir un fort prix de la porte à cause des valeurs locatives. Donc, ça fait que l'abordabilité automatiquement de la région, elle est plus possible du côté québécois de la frontière de la rivière. Fait qu'on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à ce type d'actifs-là. Laurent, je vais en revenir aux espaces bureaux. On voit là qu'au niveau des statistiques que Christian a présentées tantôt, il y a un petit effritement au niveau de l'emploi actuellement. Comment tu vois le positionnement de l'immeuble à bureau? Peux-tu nous parler d'une transaction qui a eu lieu récemment pour peut-être nous aider à avoir notre réflexion? Oui, merci Thierry. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une des plus grandes transactions récentes dans le marché des immeubles à bureaux au Québec, soit la vente de la tour Deloitte, située au 1190 rue des Canadiens dans le secteur Ville-Marie au centre-ville de Montréal. La transaction a eu lieu le 22 janvier dernier, donc 2026, pour un montant de 279 millions de dollars. Donc, une très grosse transaction. L'immeuble a une superficie d'environ 528 000 pieds carrés, ce qui représente un prix d'environ 528 dollars par pied carré. Pour vous parler un peu de la tour Deloitte, je vais vous donner quelques statistiques puis détails, là, parce que c'est une grosse transaction, c'est important de prendre le temps de la décortiquer ensemble. Là. La tour Deloitte est une tour à bureau de classe AAA, construite en 2015. Elle compte un peu plus de 20 étages et possède une structure béton et acier avec une façade vitrée moderne, ce qui en fait un des immeubles les plus distinctifs du paysage du centre-ville, bien entendu. L'immeuble est entièrement loué à des locataires de longue durée, très important là, pour les REIT et les fonds d'investissement, ce qui en fait un élément très attrayant pour les investisseurs. Et le locataire principal, on s'en doute, c'est Deloitte. C'est pour ça qu'on l'appelle la tour Deloitte. Puis on y retrouve aussi, par contre, le TMX Group parmi les occupants. Ce qui a vraiment retenu mon attention, pour ceux qui me connaissent, là, c'est le genre d'affaires qui attire beaucoup mon attention de ce temps-ci. La tour possède également plusieurs caractéristiques intéressantes. Par exemple, elle détient la certification LEED Platinum, ce qui en fait l'une des tours à bureau les plus performantes au niveau énergétique à Montréal. Puis elle possède également une cote énergétique Energy Star de 75 points et un système de gestion énergétique avancé. Ça, honnêtement, à Montréal, c'est probablement une des tours qui est le plus performance au niveau de la cote énergétique Energy Star. Fait que c'est très intéressant. On le sait, est relié aussi avec la gare Windsor. Fait qu'ils ont vraiment assimilé l'intégration d'une structure patrimoniale de l'ancienne gare Windsor dans le hall d'entrée. Ça aussi, c'est important pour gagner des points lead. C'est relié, bien entendu, au métro, au réseau de transport EXO, au réseau souterrain Réseau, avec un accès direct intérieur pour le Centre Bell, puis la gare Windsor. Ici, fait intéressant, du côté des vendeurs, dernière transaction, on avait parlé aussi,
Les vendeurs, encore une fois, Cadillac Fairview, qui est le vendeur de la transaction ici, qui est dans on pourrait dire une stratégie rotative d'actifs. Fait que vendre certains immeubles qui sont déjà matures pour investir dans d'autres projets qui vont être peut-être un plus fort potentiel d'optimisation. Puis l'acheteur qui est Deka Immobilier, une société allemande de gestion d'actifs immobiliers. Puis l'acquisition a été faite par l'entremise d'une société appelée Propriété 1DM Canada, créée spécialement pour cette transaction. Puis je tiens à préciser que c'est leur première acquisition ici au Canada. Fait que ça va être un fonds Deka Immobilier qui va être important de suivre là, pour les prochaines années. Laurent, peux-tu nous répéter le prix par pied carré? C'est incroyable d'avoir un montant élevé comme ça dans le marché d'aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, définitivement. Est-ce que c'est un prix trop cher payé? 528 le prix par pied carré. Est-ce que c'est trop cher payé ou pas? Honnêtement, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que oui, c'est plus élevé, mais c'est justifié, Thierry. L'immeuble est très récent. On parle de 2015. Il est bien situé. Il est entièrement loué avec des baux long terme. Puis il est certifié LEED Platinum, là, qui est le summum de LEED, ce qui augmente vraiment sa valeur. Puis de plus, les investisseurs institutionnels sont souvent prêts à payer plus cher pour des actifs stables et de très haute qualité dans les grandes villes. Wow, tu sais, pendant longtemps, les gens, il y avait une légende urbaine, on peut-tu dire ça comme ça, ou une fausse conception, où est-ce que les gens pensaient justement que les immeubles certifiés LEED Well, etc., il y avait un coût trop élevé par rapport à ce que le marché était prêt à l'accepter. Puis là, finalement, on vient de se rendre compte maintenant que ces transactions-là se font de 15 à 35 % en haut des valeurs du marché. C'est incroyable comment que... Puis cet immeuble-là a déjà un certain âge, bien sûr, mais il reste dans la catégorie des jeunes immeubles bâtis à Montréal. Donc, super transaction. Pourquoi est-ce que Cadillac voudrait vendre un produit comme ça? On avait parlé de rotation d'actifs, mais est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de plus gros, de plus intéressant? Ou est-ce comment tu vois ça, Laurent, en ce moment? Bien, la vente s'inscrit dans une stratégie de rotation d'actifs, comme je disais tantôt. Cela signifie dans le fond, que Cadillac Fairview vend certains immeubles arrivés à maturité afin de réallouer tout le capital vers des nouveaux projets de développement. Puis ce type de stratégie-là, c'est courant chez les grands investisseurs plus institutionnels, puisqu'elle leur permet de maintenir un portefeuille dynamique puis de financer des nouveaux investissements. Puis on le voit, là, ça fait plusieurs gros actifs que Cadillac Fairview vend. Fait que ça va être intéressant de suivre au fil du temps là, leurs prochaines acquisitions. Puis là, c'est bien sûr peut-être le projet est amorti ou moins intéressant pour Fairview, ou Fairview sait que c'est le bon moment de vendre. Et là, Deka arrive et ce serait quoi ta vision par rapport à Deka dans le marché? Là? C'est quand même une énorme transaction. Deka qui vient d'ailleurs, au fait, donc les poches probablement profondes. Comment tu vois ce côté-là de la chose? Bien, définitivement, comme ça revient, tu sais, Deloitte comme locataire, c'est un locataire qui est très solide. Là, pour ceux qui connaissent Deloitte, là, c'est mondial. TMX Group qui est là encore. Les immeubles certifiés LEED. Il y a beaucoup de REIT ou de fonds d'investissement, tout ce qui est institutionnel en Europe et partout dans le monde, qu'avec le contexte global, là, on le sait, les guerres, tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, qui ont les yeux rivés sur de la stabilité qu'on a et qu'on possède au Canada. On est très chanceux au Canada. C'est des secteurs qui performent énormément aussi. Fait qu'en ce moment, on en voit beaucoup des fonds d'investissement qui viennent de l'étranger qui veulent investir au Canada. Deka, c'est pas le premier. Il y en a plusieurs autres qui vont venir dans les prochains mois. Ça va être le fun de surveiller ça. Wow, donc on vient de créer un comparable majeur au centre-ville de Montréal qui vient benchmarker la valeur de tous les actifs, même si c'est un actif AAA. Il faut comprendre quand un actif AAA prend de la valeur, ça laisse la place à des actifs type B ici de prendre la valeur également. Sophia, au niveau du terrain, est-ce que tu vois cet engouement-là au niveau des investisseurs en ce moment? Est-ce que tu vois oui, tu vois, mettons, la vision 5, 10 ans, 15 ans? 100%. On ne peut plus regarder du 5 ans, surtout dans le terrain. C'est impossible. Là. Moi, j'essaie même d'essayer de visualiser avec mes clients du 15 ans, plus que du 10 ans, parce qu'on est en train de voir que... Puis je pense que Christian l'a dit tantôt, c'est que les gens sont en train de réaliser que l'argent qui est déposé aujourd'hui dans les deals n'est pas récupéré avant de longues années. Fait que ça, c'est là aussi que je disais tantôt, la prise de décision se fait un peu plus difficilement. Les gens prennent plus de temps avant de dire c'est beau, je l'achète. Ils prennent plus de temps à avancer dans certains projets parce que souvent ce qui arrive, c'est que dans le terrain, dans les 2-3 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de mise en chantier, il y a eu beaucoup de développement qui s'est fait. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, en ce moment sur le marché, il y a beaucoup d'opportunités de développement de terrain. Et c'est là la question qui se pose, c'est que les gens sont en train de choisir quel projet je fais, quel projet je ne fais pas et quel projet me permet de sortir ma liquidité plutôt qu'un autre. Donc, c'est là qu'on est en ce moment. Si je prends, par exemple, la transaction du mois de janvier, qui a été la plus grande transaction du mois de janvier, pour une fois, on s'en va vers Joliette. C'est rare qu'on a vu Joliette. Dans les 12 derniers mois, on n'a vu aucune transaction qui a fait partie du top du mensuel à Joliette. Donc, on est dans une transaction de 8,3 millions de dollars. C'est, dans le fond, 4 terrains vacants sur le chemin La Salle avec une superficie d'environ 756 000 pieds carrés. Donc, un prix de 11 $ le pied carré. Qu'est-ce qui rend cette transaction particulièrement stratégique? C'est la localisation. Les terrains sont tout près du siège social du centre de distribution de Arnois Énergie à Saint-Thomas, à côté de l'autoroute 31 et d'un embranchement ferroviaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cet emplacement-là, c'est un emplacement idéal pour les activités logistiques et industrielles. Le zonage de ces terrains-là permet notamment des usages industriels légers, lourds et entreposage extérieur, ce qui reste de plus en plus rare aujourd'hui dans la disponibilité des terrains qui ont ce type de zonage-là. Donc, ça offre plusieurs possibilités de développement. Donc, l'acheteur, vous l'aurez compris, c'est Arnois Énergie, qui est un joueur majeur dans la distribution de carburant au Québec. Et cette acquisition est en train de s'inscrire clairement dans leur stratégie d'expansion de leurs infrastructures énergétiques et logistiques. Et moi, quand je vois Arnois pousser encore plus, ça m'amène à voir un peu ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est un peu, on est en train de penser aux alternatives au pétrole. On a vu l'essence grimper dans les 3 dernières semaines à des prix quand même qu'on n'a pas vu depuis, je vous dirais, plus d'1 an. Donc, Arnois a compris ça à l'avance et est en train d'investir là-dedans. Donc, ces terrains pourraient justement servir à agrandir leur centre de distribution à Saint-Thomas ou bien développer des nouvelles installations liées au carburant, mais aussi aux énergies alternatives, parce que n'oublions pas, Arnois n'est pas juste un distributeur de carburant, mais aussi un distributeur d'énergie alternative. Le vendeur, un peu la même stratégie, je pense. Donc, le vendeur, c'est System Dan Freight. C'est une entreprise de transport qui est très bien établie au Québec. Et cette transaction est en train de leur permettre de libérer du capital pour se concentrer davantage sur leurs activités principales, c'est-à-dire le transport, mais aussi, ils sont en train d'investir sur des projets d'innovation pour du transport clean, du transport green. Ils sont en train d'investir aussi sur des batteries pour les grands camions de transport. Donc, on est en train de voir au final que c'est une transaction qui vient un peu relier tout ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est qu'on est en train de se préparer à des énergies alternatives autres que le carburant et ça place justement, ça renforce le pôle énergétique et logistique dans la région de la Naudière avec cette acquisition qui a été faite le 16 janvier. Donc, ça, c'était pour Joliette. Wow, incroyable, hein? Ce que je trouve intéressant parce que tu emmènes, on le voit dans notre pipeline actuellement, Sophia, toutes les transactions majeures qui ne sont pas encore notariées, mais sur lesquelles tu travailles en ce moment, qui vont mener éventuellement à terme. On est dans des transactions de plus en plus complexes, des besoins de plus en plus grandissants et un repli des joueurs vers des positions plus sécuritaires, là. Cash is king en ce moment, mais il y a beaucoup de sociétés qui veulent vendre, par exemple, les immeubles dans lesquels ils sont, vendre leur site excédentaire, etc., pour réinjecter dans leur entreprise et s'offrir un autre souffle au niveau de la croissance. Fort intéressant. Merci beaucoup. Christian, justement, dans un contexte où est-ce que les transactions immobilières se complexifient, le financement se complexifie, on est à des montants historiques. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau Qu'est-ce qu'il y en a en termes des délais, puis comment tu vois les transactions hypothécaires en ce moment ressemblent à quoi? En fait, j'aime beaucoup comparer les différents secteurs d'activité ou les types d'immobilier comme multilogement, le détail, l'industriel, bureau. Je vais commencer avec ça, juste pour vous donner une idée là, de comment d'argent se brasse dans ce milieu-là. On a au-dessus de 20 milliards transactionnels pour le multilogement. Puis, je vais le faire tout de suite, je vais les comparer tout de suite. Si on a 20 milliards dans le multilogement, on a 15,6 milliards dans le commerce de détail. Fait que ça suit pas bien loin.
avec beaucoup moins de transactions. Donc, évidemment, le volume est beaucoup plus gros. L'industriel, on a 21 milliards aussi, puis 5,9 dans le bureau. Évidemment, il y en a moins à ce niveau-là. Quand on regarde le multilogement, le commerce de détail puis le bureau, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on regarde le nombre de transactions, on a à peu près 66%, 68% transactionnel qui est tout du refinancement. Fait que 66-68% dans ces trois créneaux-là, c'est pas mal du refinancement, puis le reste, c'est le transactionnel achat-vente, où est-ce qu'on a besoin de financement. Il y a juste l'industriel où est-ce qu'on est à au-dessus de 75% au niveau du refinancement, puis 25% seulement au niveau du financement comme tel. Évidemment, en volume, c'est encore pire. Là, en volume, dans l'industriel, on parle de 87% qui est du refinancement, contre à peu près 13% qui est la partie transactionnelle. Même chose dans le bureau aussi, beaucoup de refinancement, on s'en doute, tandis que les deux autres, ils se suivent un petit peu plus, là. Alors, ça, c'est le mouvement. Au niveau des hypothèques, les délais, tout ça, c'est encore lourd un peu partout. C'est sûr que le conventionnel, il est toujours un peu plus rapide. Les structures, par exemple, sont complexes, surtout dans le gros investissement. Puis quand on parle de multilogement, SCHL, je dois vous dire que la SCHL n'est plus vraiment le point d'ancrage qui crée des délais, là. Ils sont relativement rapides, la SCHL. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les banques qui sont engorgées en ce moment, qui manquent de ressources, qui ont besoin de faire des révisions annuelles constantes de dossiers passés. Ça leur engage beaucoup d'effectifs. Donc, c'est dur de garder là, la tête hors de l'eau pour les prêteurs. Donc, on voit là où il y a quelques années, ça nous prenait 1 semaine à 2 semaines de recevoir une lettre d'offre. Aujourd'hui, ça peut prendre facilement entre 5 et 8 semaines pour la lettre d'offre. Fait que ça, c'est lourd un peu à supporter parce que les intérêts, on a vécu surtout des mouvements d'intérêt là, ces temps-ci, puis ça rend tout le monde un peu nerveux, là. Bon, tout un topo, Christian, puis tu sais, ce que je retiens de ça, c'est j'entends refinancement, puis je les ai vus, les courbes, là. C'est faramineux l'argent qui est disponible, qui a été utilisé en refinancement, qui n'est pas tout réinjecté en immobilier, qui est cash disponible quelque part dans les comptes de banque, et ça se compile, ça vient s'additionner à l'argent qui n'a pas été redéployé en financement massif depuis les 2 années auparavant. C'est beaucoup d'argent disponible au Québec. Ce que j'aime beaucoup, parce que vous venez de dire tous les trois, là, c'est on voit des classes d'actifs qui sont en train de bouger, qui ne bougeaient pas avant. On voit des gens qui sont en train qui ont les poches profondes, qui sont beaucoup plus prudents, qui vont prendre des décisions plus stratégiques, peut-être s'y aller avec des partenaires qui s'y connaissent plus dans certaines spécialisations avant de prendre des décisions. Donc, de se mettre à 2 ou à 3 pour faire une acquisition majeure ou un développement fait du sens. Ils vont rester plus longtemps. Maintenant, on attend des termes de 10 ans. Et également, les gens sont en train de repositionner leurs entreprises puis reprendre de l'expansion. C'est un moment fort intéressant, l'immobilier au Québec. Et je me répète, la résilience du marché québécois est incroyable et c'est pour ça qu'on attire des joueurs internationaux en ce moment pour venir investir au Québec. Donc, ça fait plaisir à entendre. Merci à vous trois pour votre expertise. Toujours un vrai plaisir d'être avec vous là, sur ce panel à chaque mois et on se voit le mois prochain. Merci beaucoup.